Salut tout le monde. Comme nous l'avons fait il y a quelques semaines, aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir le témoignage de Claire Aurélie Verraquin qui a été victime d'inceste durant son enfance et qui a témoigné dans notre dernier documentaire sorti il y a plusieurs mois. Nous vous le rappelons, cette vidéo traite de sujets sensibles, n'hésitez donc pas à être accompagné pour la regarder et à marquer une pause. En cas de difficulté, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Hugo notamment sur Instagram. Nous allons lancer un grand appel au témoignage d'ici quelques semaines. Je vous tiendrai évidemment informé de la suite. C'est parti pour le témoignage de Claire Aurélie Verraquin. Donc Claire Aurélie Verraquin, je suis maman de 2 filles, je suis mariée, je suis enseignante depuis plus de 20 ans et je suis la présidente de l'association Les Enfants de Tamar depuis octobre 2018. Je pense que le témoignage est vraiment un facteur ou un vecteur de libération de parole de d'autres. Je pense vraiment que oser poser les mots, c'est se libérer. Donc je prends la parole au nom de toutes les personnes que j'accompagne, que je soutiens, et aussi pour donner envie à d'autres personnes de pouvoir témoigner, de pouvoir raconter leurs histoires pour permettre ce chemin. Je pense que vraiment le chemin du témoignage est un vrai vecteur de libération et de guérison ou de rétablissement. Moi, je parle pas d'abus, mais d'agression. Alors, je sais que certaines personnes parlent d'abus. Et je sais que dans l'enfance, il est très souvent possible que l'enfant ne voie pas ça comme une agression. Pour autant, moi, dans ma pratique aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai besoin de parler d'agression pour vraiment montrer l'importance des actes. Même si l'enfant, lui, pour la plupart du temps, hein, souvent, notamment dans les violences intrafamiliales sexuelles, dans l'inceste, ne voit pas forcément cette violence comme on pourrait, nous, la caractériser. En tout cas, c'est important pour moi de parler d'agression, et je ne vais pas non plus parler de pédophile, mais plutôt de criminel, parce que pour moi, il est important d'entendre ce mot criminel dans la qualification des auteurs d'agression. Les premières violences subies par son père sont arrivées durant son enfance. Alors aujourd'hui, je pense même que c'est même au-delà de 4 ans, puisque dans le travail que je fais, dans l'analyse de mes rêves, dans le travail thérapeutique avec un psychanalyste et puis avec une psychologue, avec tous les outils aujourd'hui, et puis la lecture de mon corps, je pense même que les agressions ont plutôt commencé aux alentours de 2 ans et demi, où j'ai été hospitalisée pendant une dizaine de jours pour une crise d'anorexie rapide, on va dire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est autour de cet âge-là que la première agression, en tout cas pour mon corps, la première agression qui fait que j'ai été Moi, je n'ai pas encore, et peut-être jamais, 100% des souvenirs. J'ai que des bribes de souvenirs et je reconstitue le puzzle à travers vraiment un travail en profondeur avec les professionnels qui m'accompagnent. Donc, j'ai des souvenirs, je vais vous en parler, et j'ai aussi toute la clinique de mon corps qui peut mettre en évidence le trauma. Donc, crise d'anorexie à l'âge de 2 ans et demi. Et puis, derrière cette crise d'anorexie, beaucoup de problèmes de peau, où je me grattais à 100. Donc, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je n'avais jamais de peau sur les bras, sur les cuisses et sur les fesses. Aujourd'hui, ce problème de peau est limité à mon intimité. Voilà. Donc, c'est encore problématique. Mais voilà, ça se réduit et ça se contrôle, hein, parce que c'est pas des crises comme quand j'étais petite où c'était tout le temps. Là, c'est vraiment épisodique. Et moi, ma problématique, c'est plutôt les troubles alimentaires. Et donc, c'est pour ça que je mets en lien mes troubles alimentaires que je combats encore, qui sont guéris, mais c'est une épée Damoclès, hein, les troubles alimentaires, on n'en guérit pas vraiment, avec cet épisode d'hospitalisation à l'âge de 2 ans et demi. Ce dont je me rappelle, c'est au départ plutôt la violence que j'ai subie au sein de ma famille. Et après, je vois plutôt des gestes déplacés de la part de mon père qui sont qualifiés aujourd'hui comme des atteintes sexuelles.
où il met sa main sur mes parties intimes, il badigeonne mon corps de crème puisque c'est lui qui me soigne de mes problèmes de peau. Donc là aussi, hein, il y a un problème aussi par rapport à toute cette relation. Et la dernière fois que je le vois rentrer dans ma douche lorsque j'ai 15-16 ans. Voilà, globalement, c'est les épisodes dont je peux parler plus facilement. On a fait la sieste jusqu'à 12 ans, donc globalement, il y avait tous ces week-ends où il y avait ces actes. Voilà. Dans mes rêves, je vois des viols. Donc aujourd'hui, je dis que il y a eu pénétration. Mais dans mes souvenirs réels de ce que, comme vous pouvez avoir des souvenirs, ça, j'ai pas les actes en particulier. Pour autant, les rêves aujourd'hui sont considérés comme, quand ils sont analysés par des spécialistes, comme la mémoire réelle des gens. C'est vrai que ponctuellement, il est arrivé des choses, mais plutôt par rapport à des prises de conscience de cette amnésie, plutôt par rapport à mon rôle de maman et ce qui s'est plutôt passé pour mes enfants. Pour autant, tout le travail m'a permis de mettre en évidence les nombreux auteurs, présumés auteurs, parce qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a rien, donc les nombreux présumés auteurs dans mon histoire, et ils sont quand même assez nombreux. J'ai essayé le MDR, j'ai essayé le TABC, j'ai essayé un certain nombre de techniques qui permettent d'accéder à sa mémoire, et de nombreux professionnels mettent en évidence que si je n'accède pas à ma mémoire avec tous ces outils, c'est que c'est horrible ce qui m'est arrivé, que c'est au-delà de l'entendable, et même avec cette capacité de ce que je peux entendre au quotidien ou vivre. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses qui me font penser le rôle de ma mère dans ces violences, sa partie consciente ou inconsciente de ce qu'on a pu subir. Tout ça se mélange. Mais pour autant, voilà, pour moi, je suis amnésique partiellement, et donc je peux pas vous détailler tout ce que mon père et même les autres ont pu faire. Par exemple, je vous donne un exemple. L'année dernière, en cours de psycho, on parle de l'amnésie, etc. Et puis tout d'un coup, je me dis tiens, c'est bizarre, je me rappelle pas de mes vacances de mes 18 ans. Puis je demande à ma voisine, puis je demande à mon mari, je dis bah en fait, toi, tes vacances de 18 ans, tu t'en rappelles? Bah oui, carrément. Puis moi, à mes 18 ans, en fait, j'ai fait un super voyage. Je suis partie 1 mois en Autriche. Donc je suis partie à l'étranger pendant 1 mois. Et les seules choses dont je me rappelle de ce mois de vacances, c'est une marmotte dans la montagne. Je me vois tourner une cuillère dans une gamelle, et je me rappelle avoir acheté des lunettes drôles. Et donc là, mon prof de psycho me dit, bah là, tu as revécu un trauma. C'est pour ça que tu te rappelles pas. Donc voilà, c'est les bribes de choses qui, moi, m'appartiennent sur ce psychotrauma et cette amnésie traumatique qui est vraiment particulière des uns et des autres. Claire nous explique aussi comment sa mère s'est rendue complice des actes subis par son père, notamment en rejetant la faute sur elle. Alors j'ai même, l'année dernière, pendant 6 mois, rencontré ma mère après plus de 10 ans de ne pas l'avoir vue. J'ai décidé aujourd'hui de plus voir, j'avais décidé de plus voir ma mère, et ce qui est le cas encore aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un de nocif pour mon équilibre, pour toute ma famille. Mais pour autant, dans le travail transgénérationnel que je suis en train de faire, et la compréhension des schémas de répétition dans mon histoire, dans celle de mes aïeux, il était important d'aller sonder. Et puis durant les entretiens que j'ai pu faire avec ma mère l'année dernière, ça m'a permis aussi de repositionner, d'aller chercher cette petite fille et de remettre le cadre en disant bah non, en fait, c'est pas de ma faute. Parce qu'en fait, pendant des années, j'ai porté le poids de la responsabilité de ah bah j'ai rien dit. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs j'ai parlé, mais j'ai longtemps dit que mon père, c'était l'homme qui m'avait le plus aimé. Et puis et j'ai accepté que ma mère dise oui, mais tu voulais, quand j'ai éventuellement émis l'idée de divorcer, tu avais dit que tu irais avec ton père, donc je suis restée, je me suis sacrifiée, puis j'ai sacrifié ton frère et ta sœur, etc., etc. Donc pendant très longtemps, elle a cherché à me mettre une forme de responsabilité qui n'était pas la mienne. Donc pendant ces 4 entretiens l'année dernière, j'ai vraiment reposé le cadre, j'ai réexpliqué
les conséquences traumatiques. Je lui ai demandé si elle avait vécu des choses, si ses parents avaient vécu des choses, si sa sœur avait vécu des choses, etc., etc. Je lui ai expliqué toutes les conséquences qu'il y avait pour moi, pour mes filles, pour la famille, sur les autres membres de ma famille et tout ça. Et voilà, ma mère, je pense que c'est donc elle reste dans son abnégation, elle reste dans dans tout ce qu'elle m'a dit, qu'elle reste à droite dans son histoire. Après, je pense que pour moi, au vu de ce qu'elle m'a raconté, elle me l'a pas confirmé, mais pour moi, je dis qu'elle a sûrement été victime. Il y a eu des choses que je suis en train de découvrir dans le travail transgénérationnel qui pourraient s'expliquer, en tout cas sur mes aïeux, etc. Il y a des bribes de choses qu'elle a pu me dire que moi je décrypte comme éventuellement des agressions ou en tout cas des choses qui en font écho. C'est un moyen de défense. Je lutte contre ça parce que c'est vrai que pour moi, les mamans doivent défendre et dénoncer les faits. La plupart des mamans qui ne le font pas sont souvent victimes, sont souvent elles dans le secret et elles pensent que c'est le meilleur chemin. Bon, vous allez me dire aujourd'hui, il y a plein de mamans aussi qui dénoncent et qui se retrouvent face à des difficultés très importantes. Et donc du coup, c'est vrai, quel est le meilleur choix? Le problème dans l'inceste, c'est le fait d'être cru. Oui, je te crois. Le fait de reconnaître la souffrance que ça a engendré et l'impact sur toute une vie, ça c'est important parce qu'en fait souvent c'est ça qui est nié, que ça soit de la part de nos propres parents, de notre entourage, etc. Et le fait qu'on puisse pas faire comme si de rien. Parce qu'on a aussi créé ce dogme qui, enfin je sais pas si ça s'appelle le dogme, enfin cette croyance qu'un enfant ment, qu'un enfant peut raconter des choses qu'il ne devrait pas pouvoir raconter parce que ce n'est pas du tout de son âge, que la parole de l'enfant peut être sacrifiée au nom du père, du grand-père, du grand frère, du meilleur ami, enfin bref, parce que je pense que vraiment, ce qui rend plus difficile le fait de croire, c'est de se dire que nous, en tant que parents, on est là pour protéger nos enfants. Et quand notre enfant met en évidence une défaillance, parce que de fait, si notre enfant se fait agresser, même si on peut se dire que c'est pas de notre faute, de fait, il a été agressé, souvent dans nos locaux, souvent auprès de personnes qu'on a aimées, qu'on croit, en qui on a confiance. Du coup, ça renvoie à nous notre propre une défaillance de notre part, en fait, en disant non, c'est pas possible, c'était mon meilleur ami, non, c'est pas possible, c'est mon père ou c'est mon frère, je l'aime et c'est pas possible, en fait, arrête de dire n'importe quoi, je peux pas te croire. Et donc, du coup, je pense que c'est le fait, soit qu'on a ou d'ailleurs qu'on a été nous-mêmes victimes et soit qu'on n'en est pas conscient, soit qu'on en est conscient et qu'on a nié ça tout au long de notre vie, mais aussi ce qui renvoie à notre propre amour-propre, c'est-à-dire ne pas être en capacité de protéger nos enfants. Ces violences subies de la part de son père ont évidemment eu beaucoup de répercussions sur elle. Alors c'est la lecture d'aujourd'hui, la femme que je suis, le travail, voilà, donc moi j'ai quand même eu des problèmes d'addiction. Aujourd'hui j'ai même pris conscience que par exemple quand j'avais 16-17 ans, j'avais monté sur le pont, alors vous connaissez peut-être pas le pont de Saint-Pierre, mais c'est un très gros pont avec des arceaux de chaque côté très larges. Et en fait, je passais mon temps en haut de cette arche et j'avais pas pris conscience que c'était quand même un petit peu dangereux et que ça s'appelait quand même une petite conduite à risque suicidaire ou que de prendre des médicaments pouvait être une conduite à risque suicidaire. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai eu du mal à prendre conscience que ce que j'avais vécu, c'était un crime, que ça se nommait l'inceste, etc. Donc déjà, j'ai explosé en vol, j'avais à peu près 30 ans et demi, c'était l'âge à 10 ans, ma fille avait 10 ans et demi, c'est l'âge à laquelle j'ai parlé. Donc vous voyez, par exemple, sur les résonances, voilà, moi j'ai explosé avec beaucoup de problématiques, notamment de fin de vie, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Je crois vraiment aux personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours, que ça soit professionnel, santé, etc. Tout un chemin d'une vingtaine d'années quand même de travail. Alors je dis pas que c'est nécessaire pour tout le monde. Moi j'ai besoin de comprendre, voilà, c'est ma personnalité, comprendre, d'expliquer, de corroborer des choses que je constate, etc. Donc j'ai besoin de continuer à travailler un peu.
une étude à moi-même. Donc ce chemin de résilience, il se fait par rapport au fait qu'on ose en parler, que vous voyez ce qu'on échange aujourd'hui, ça ne me travaille plus en fait. Pour moi c'est ok. Alors c'est vrai que du coup, je suis quand même tellement à l'aise avec ce sujet que des fois je crois que tout le monde est en capacité d'entendre ce que moi je dis, et je m'aperçois que des fois mon discours peut être hyper choquant, notamment dans les chiffres, notamment si je parle avec des parents, puis je leur dis bon bah voilà, faites attention, un enfant toutes les 3 minutes en France, faites attention à votre enfant. Enfin, je dis pas ça comme ça, mais c'est vrai que ça peut être choquant. Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est banal. C'est vraiment, je trouve pas ça horrible. C'est les gens qui entendent mon histoire qui me disent c'est horrible. Mais moi, en fait, c'est mon quotidien. Même après tout ce que j'ai pu vivre, si vous me disiez que vous aviez vécu ça, je trouverais horrible parce que c'est horrible pour vous. Mais pour moi, j'ai l'impression vraiment que ce que j'ai vécu, c'est l'histoire banale. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est une histoire banale puisque plus de 160 000 enfants par an le vivent. Donc finalement, c'est peut-être choquant, mais la violence sexuelle, c'est quelque chose de récurrent dans nos sociétés et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Finalement, c'est ma thérapeute pendant longtemps, elle m'a demandé d'écrire, d'essayer de poser un peu mon histoire et tout ça. Et je lui avais dit que c'était pas possible. J'ai des troubles de l'attention, je suis dyslexique, je suis dysorthographique. Comment vous dire que écrire pour moi c'est quand même assez compliqué. Et il m'est arrivé 2 événements de suite où je me suis fait agresser dans mon établissement scolaire et donc j'ai été arrêtée. Et justement, en 2014, j'ai rencontré, 2 mois avant que je me fasse agresser, un monsieur. Alors je dis rencontrer, c'est pas vraiment rencontrer parce que je ne l'ai eu qu'au téléphone et après que par échange de mails. Et je cherchais quelqu'un qui pourrait m'aider à écrire mon livre à ma place. Il m'a écouté, on a échangé pendant 4 heures au téléphone et il m'a dit ok, je vais vous aider, je vais vous écrire l'architecture de votre témoignage et vous allez poser. Et donc au fur et à mesure, il m'a corrigé, puis etc. Et puis 4 mois plus tard, il m'a dit non mais j'ai fait lire à ma femme, ça serait vraiment bien que vous le publiez, alors qu'il n'avait jamais eu cette intention de publier ce livre. Il m'a dit en 2015, ça serait bien, je suis sûre que ça aiderait d'autres gens, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, quand j'ai commencé à faire la promo, je me suis vite lassée parce que, en fait, finalement, ce genre de livre, alors je sais pas, aujourd'hui, c'est un peu plus de notoriété et les gens sont peut-être un peu plus intéressés, mais c'est vrai que finalement, des témoignages de victimes, c'est quand même, ça peut être lourd, même si moi, je suis amnésique partiellement et que je vais pas donner de détails extraordinaires dans mon livre. Eh bien, derrière, il y avait ces gens où j'avais pas pris conscience, en fait. Moi, j'avais pas pris conscience qu'il y avait autant de gens victimes, qu'il y avait autant de gens qui voulaient lire mon livre parce que, ah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Et en fait, je vendais 4 livres, ce qui n'était pas très, très rentable dans une après-midi. Mais en fait, je passais 1 heure avec chaque personne. Et c'était il y a 10 ans. Donc, j'étais pas du tout celle que j'étais aujourd'hui. Je n'avais pas du tout les connaissances que j'avais aujourd'hui, etc. Et je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'avais vu ma psy. À l'époque, elle me dit « Oui, mais attends, calme-toi. Là, t'es pas tout à fait encore sereine. » D'ailleurs, elle a eu raison parce qu'il y a eu un événement majeur où j'étais invitée aux 18 ans de ma nièce, donc 6 mois après la sortie de mon livre, où j'ai dit « Bon, là, c'est bon, j'écris mon livre, je vais pas me priver quand même de toutes ces fêtes de famille, etc. » Et j'avais re-rencontré ma mère et juste cette soirée, j'ai eu envie de tuer tout le monde. Donc, j'étais pas encore tout à fait guérie. Et derrière ça, 2 ans plus tard, j'ai eu une élève qui a été confrontée au sujet. Et derrière, ma psy, elle m'a dit, va voir s'il y a d'autres assos, va voir s'il y a d'autres structures, va voir si... Et en un an de temps, on a vraiment réfléchi. À l'époque, en 2016, 2017, il n'y avait rien du tout. Il y avait des associations d'aide aux femmes, d'aide aux enfants victimes, mais pas victimes de violences sexuelles. Moi, vraiment, je ne voulais pas que ça soit noyé dans un flot de violence. Je voulais pas être que sur les femmes parce que pour moi c'était important de parler des enfants et je voulais pas être que sur la maltraitance parce que je trouvais déjà que la société essayait de noyer les violences sexuelles dans les violences physiques. On a tranquillement créé l'asso et développé l'asso et au début on n'avait pas du tout imaginé tout ce qu'on ferait en quelques années, quoi.
Voilà. Et dans l'inceste, on retrouve aussi beaucoup la déloyauté familiale, c'est-à-dire que les proches, en apprenant ces violences, au lieu de protéger la victime, vont l'isoler au bénéfice de l'agresseur. De continuer. En fait, quand j'ai pris la décision de ne plus voir ma mère, j'étais celle qui rassemblait au départ. Donc du coup, j'ai dit, vous inquiétez pas, donc je serai pas là à Noël, mais on fêtera un Noël tous les 3. Parce que j'ai un frère et une sœur, tous les 3, et voilà. Et très rapidement, mon frère, lui, il est parti du principe qu'il inviterait tout le monde et qui veut vient. Du coup, mais c'est ce qui se passe dans toutes les familles, hein. Enfin, souvent. Déjà, qui veut vient, déjà, c'est voilà. Moi, je n'avais pas été exclue, c'est moi qui m'excluais. Vous voyez? Et donc, pendant longtemps, je me suis exclue. Puis après, ma mère, elle est partie à 800 km d'ici pour s'occuper de ma grand-mère. Donc, du coup, presque, c'est revenu à la normale. Mais justement, à cet anniversaire des 18 ans de ma nièce, je me croyais assez forte. Sauf qu'en fait, mon mari, comme ma psy, me disait « n'y va pas ». Parce que 2 mois avant cette fameuse anniversaire, tous mes maux sont revenus. Mes grattages, mes brûlures, mes problèmes alimentaires, mes cauchemars, enfin bref, la totale. Et moi, je me suis dit « non, je vais être plus forte que ça ». Et donc, j'ai vu ma mère, mais ma mère, elle s'est pas montrée, elle m'a pas plus parlé que ça, elle a essayé de se faire peut-être même très petite. Mais en fait, ce qui m'a agacée, c'est un ensemble. C'est-à-dire, tout le monde faisait comme si de rien. Comme dans la société d'ailleurs. Tout le monde faisait comme si de rien. En fait, on savait que ma mère, alors à l'époque, je disais qu'elle était au moins complice, mais pour moi, aujourd'hui, elle est beaucoup plus que complice, mais tout le monde faisait comme si elle n'avait commis aucun délit. Rien que le fait de ne pas porter assistance à son enfant est un délit. Et on faisait comme si de rien parce qu'on ne veut pas faire de vagues. C'est pas le moment, c'est pas la journée. Et dans la configuration de la salle, je suis la marraine de ma nièce. Et donc, il y avait une salle, on m'a mis au fond de la salle avec des amis, hein, c'est pas le problème, hein, j'avais mes meilleurs amis autour de moi. Mais j'étais pas à la table d'honneur. J'étais pas à côté de ma nièce. Et votre mère y était ? Et ma mère y était. Et bien sûr que tout ça, c'est inconscient. Mon frère, il l'a pas fait exprès, il l'a pas fait. Je pense que d'ailleurs, il l'a fait, je vais la mettre le plus loin possible de maman, etc. Sauf qu'en fait, pourquoi c'est moi qui étais loin? Et vous voyez, ça, c'est conceptuel de tous les fonctionnements de famille. Et donc, derrière, c'est ça qui est horrible, en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de tuer tout le monde. C'est parce qu'en fait, finalement, on est dans l'hypocrisie et c'est ce qui se déporte sociétalement. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui ose parler est celui qui fait suer. C'est celui qui doit être mis au banc, c'est celui qui doit être abandonné, c'est celui à qui on va dire qu'elle est folle, qu'elle est malade, puis que quand même, elle pourrait faire un effort. S'il y a 30 ans, on va pas faire tout un pataquès d'un truc qui s'est passé il y a 30 ans. Oui, mais en fait, non. C'est pas il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé pendant presque 18 ans de ma vie, c'est aujourd'hui, à mes 48 ans, il y a encore des choses, en fait. Tout. Et ce qui est positif aussi, c'est l'association. Mais c'est quand même, avant d'arriver au positif, et c'est pas tout le temps tout rose, il y a tout un chemin. Donc ça, c'est déroutant, mais en fait, cette histoire-là, elle se déporte dans toutes les familles. Vraiment, vraiment. De ces violences, elle en a fait une force. Elle prévoit notamment d'ouvrir avec son association une maison spécialisée dans l'accueil, l'écoute et la prise en charge des victimes. La maison de Tamar, donc c'est le projet qui est en train là, d'ici quelques mois, de s'ouvrir. Alors de s'ouvrir petitement et puis avec une idée beaucoup plus globale. La maison de Tamar, c'est un lieu d'accueil pluridisciplinaire qui va permettre à des victimes de violences de pouvoir avoir un programme personnalisé qui vont leur permettre d'avancer sur le chemin de rétablissement. Ça peut être aussi un lieu un peu tampon, puisque le temps de trouver un psychologue formé au psychotrauma et en particulier au psychotrauma des violences, ça peut être compliqué. Ça peut être un tampon en amont d'une rencontre avec un psychiatre, en amont avec une hospitalisation éventuellement si nécessaire. Et ça peut être aussi le moyen pour de nombreuses personnes, et ça le professeur GL avec qui je travaille est persuadé que ça peut être le moyen pour de nombreuses personnes de ne même pas avoir besoin de ces professionnels-là. Il faut savoir que des professionnels comme les psychiatres, les pédopsychiatres ou les psychologues, il n'y en a pas assez. Les psychiatres, c'est en voie de disparition. Et les psychologues, c'est quand même compliqué. Et les psychologues formés au psychotrauma, et en particulier des violences
C'est très très rare. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de permettre à toutes ces personnes en souffrance de pouvoir trouver un lieu de ressources. Donc, la Maison de Tamar, ça sera un lieu de ressources pour les enfants qui seront amenés par leurs parents, pour les victimes adultes qui ont été victimes dans l'enfance. Ça pourrait être c'est aussi un lieu de formation, ça sera aussi un lieu de ressources numériques, de livres, enfin voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir donc ce qu'on propose déjà, c'est-à-dire les groupes de parole, les formations, etc. Tout ça, on propose déjà, mais aussi de la construction d'ateliers psycho-éducatifs, qui vont permettre tout un cheminement pour la personne victime. Ça va être aussi des partenariats avec des professionnels qui sont très intéressés par notre projet. Alors, un psychologue, un psychothérapeute en EMDR, ça peut être aussi un nutritionniste, ça peut être voilà un ostéopathe, ça peut être des gens qui font aussi des ateliers autour de l'art-thérapie. Essayer de trouver des biais qui permettent de se libérer, de libérer la parole et de libérer surtout toutes les émotions que cette parole a comme impact sur nous, pour vraiment permettre aux personnes d'entrevoir, voire même de voir ce chemin de résilience qui est totalement possible. Comment on contacte l'asso? Il y a un numéro de téléphone avec une ligne qui est quasiment, pour l'instant en tout cas, 7 jours sur 7, alors pas 24 heures sur 24, mais voilà, je réponds quand je suis disponible. On a un site internet et on a une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs, il y a toutes les conférences qu'on a pu faire sur les 4 derniers colloques qui vraiment sont une ressource importante vers lesquelles souvent j'oriente les personnes qui m'appellent, qui ont besoin de comprendre un peu mieux les choses, d'assimiler ce que j'ai pu éventuellement leur dire dans le cadre de leur entretien, et c'est accessible gratuitement. Via ce site internet, il est tout à fait possible de faire un don et d'être défiscalisé, de recevoir un reçu dans la seconde du paiement, pour soutenir tous nos projets. Maintenant, je trouve qu'il est vraiment très important aujourd'hui, et tout à l'heure vous me demandiez pourquoi il est important de parler, etc. Et je pense qu'en tant que parent, il est vraiment très important de parler à nos enfants de ce qu'on a pu vivre traumatiquement parlant au sens large, et tout particulièrement des violences sexuelles. Il y a vraiment plein d'outils et de livres qui peuvent aborder ça, parce que le transgénérationnel est vraiment très très impactant. C'est-à-dire que, en fait, on se rend pas compte, mais nos enfants sont des éponges, ils sont reliés à nous, et même si soit on n'a pas conscience, soit on pense qu'il ne faut pas leur en parler parce que le sujet est trop douloureux, trop difficile, trop impactant, etc. Eh bien, lui, il va développer jusqu'à des maladies somatiques. Donc il peut y avoir plein de choses, des problèmes de peau, des problèmes de comportement, des problèmes de TOC ou de choses comme ça qui peuvent être de l'ordre du transgénérationnel. Alors normalement le transgénérationnel s'arrête à l'âge adulte, sauf si, comme on a favorisé un terreau favorable et propice à ce que nos enfants puissent être éventuellement entourés de gens qui ne sont pas positifs pour eux et qui pourraient les agresser, sauf si l'enfant a été victime. Donc aujourd'hui, globalement, toutes les personnes qui peuvent m'appeler, quand je commence à leur demander « Et vous, c'est quoi votre histoire ?» Eh bien, souvent, ils me disent j'ai la même histoire, voire même des fois, j'ai des parents qui me disent c'est exactement à l'âge à laquelle moi-même j'ai été victime, etc. Donc, pour moi, il est vraiment très important de pouvoir faire cela. On se connecte en fait aux gens qui nous ressemblent. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. J'avais complètement occulté un événement majeur qui est arrivé à ma fille, ma deuxième fille, qui, quand elle est rentrée de l'école, elle avait 3 ans et demi, elle est revenue avec du sang dans la culotte. Et je l'avais complètement occulté pendant 15-16 ans. Et quand elle a eu 20-21 ans, je me suis posé des questions parce qu'elle était vraiment en très grande souffrance, etc. Et il m'est revenu cette histoire de sang dans la culotte. Et surtout, il m'est revenu le message de la maîtresse quand j'avais été voir le message de la maîtresse le lendemain. Elle me disait, je lui ai dit, voilà, c'est bizarre. Elle me dit, elle a dû se prendre un coup de pied au niveau du. Et moi, à l'âge que j'avais, et surtout dans l'ignorance totale de mon fonctionnement de corps, etc., j'ai acquiescé ça. Aujourd'hui, je sais très bien qu'il est impossible, en recevant un coup
de pied de saigner du vagin, mais par contre qu'il est tout à fait possible de saigner du vagin parce qu'il y a eu un objet, des doigts ou autre chose dans le vagin de ma fille, et donc j'ai pris conscience que ma fille avait, en fait, c'était pas du transgénérationnel avec tout ce qui a pu expliquer son histoire, mais qu'en fait finalement, eh bien, sa première agression était potentiellement, en tout cas, à l'école. Et ça, c'est terrible parce qu'on se rend compte qu'un fait comme aussi grave, eh ben, on l'a complètement oublié de notre mémoire. Et c'est ça, en fait, l'amnésie traumatique. En fait, c'est tellement violent. Et ça se trouve, tout à l'heure, je vous disais, je pense avoir été agressée pour la première fois à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Vous voyez, ma fille, elle avait 3 ans, 3 ans et demi. Est-ce que on était déjà dans un schéma de répétition? Et pour moi, ça, c'est important et c'est déroutant. On n'a pas la main là-dessus. Et après, derrière, quand j'en ai parlé avec mon mari, il me dit « Ah ben oui, et puis cette année-là, elle a été harcelée. Ah puis cette année-là, on a été aux urgences. Et puis on a voulu porter plainte. Et puis ils n'ont pas voulu nous prendre la plainte parce que cette famille-là, elle était connue. Elle était déjà... on nous avait dit Ah ben oui, et puis le papa, il regarde des films porno avec ses enfants. » Aujourd'hui, on me dirait ça. Je dirais « Non, mais on va porter plainte 2 fois. » Mais on était tout jeunes, on n'était pas du tout dans la mouvance de la connaissance, ou en tout cas de ma connaissance du sujet. Donc voilà. Mais finalement, en tant que parent, 20 ans plus tard, on se dit mince, on a complètement failli. Et notre enfant, était... bon, c'est comme ça. Elle se rappelle de rien du tout. Elle est vraiment... Alors il faut savoir que la mémoire traumatique, avant 4 ans, on se rappelle globalement de pas. Donc, mais elle se souvient pas, sauf que derrière toute sa scolarité, son positionnement, toutes les souffrances, puisqu'elle a été harcelée au collège, elle s'est mise en grave danger au lycée, etc., etc. Tout ça, c'était pas que du transgénérationnel, c'était surtout du générationnel. Moi, mon père est décédé quand j'avais 19 ans. Donc la procédure pénale est impossible, puisque l'auteur étant mort, on va pas le mettre en prison. Pour autant, aujourd'hui, dans ma tête, au vu du fonctionnement de ma mère, de ce qu'elle n'a pas fait, etc., il était peut-être question, en tout cas évoqué avec mon avocate, l'idée d'éventuellement intenter une action en justice. Et en fait, c'est compliqué parce que dès lors que votre auteur principal est mort, eh bien finalement, tout le réseau familial, il est quasiment inattaquable parce qu'il faut qu'on arrive à prouver que la personne morte est le criminel, que de fait il a réellement commis des actes criminels pour pouvoir. Donc c'est très très compliqué. Donc vous voyez par exemple, ça par exemple j'aurais pu déposer plainte contre ma mère pour maltraitance, mais pas pour non-dénonciation de crime. Et moi ça m'intéresse, c'est pas que ça m'intéresse pas la maltraitance. Mais la réelle problématique pour moi, c'était de pouvoir mettre ma mère face à son incapacité de protéger ses enfants, et en particulier moi, sur cette problématique-là, et je ne peux pas le faire. Quand j'ai écrit mon livre, si vous avez regardé mes 2 témoignages, en tout cas le témoignage principal que j'ai écrit en 2015, je l'ai écrit sous un nom de plume. Ce n'est pas un choix de ma part. C'est un choix qui a été très difficile pour moi, d'ailleurs ce n'est pas un choix. Et c'est à l'opposé de ce que je dis, puisque en fait, je dis à tout le monde qu'il faut dire, et moi, je dis derrière un nom qui ne m'appartient pas. Comme mon père est décédé, que je n'ai pas pu porter plainte et que donc je ne suis pas reconnue victime, eh bien, jusqu'à la fin de mes jours, il est possible qu'on porte plainte contre moi pour diffamation ou divulgation de vie privée. Et qui pourrait déposer plainte contre vous? Ma mère, mon frère, toute ma famille. Je témoigne sous mon nom de femme, là. Donc, voilà. Qui n'est pas votre nom de jeune fille. Qui n'est pas mon nom de jeune fille. Mais, pour rebondir tout à l'heure, une des choses que j'avais demandé à ma mère, quand j'ai sorti mon livre, elle m'a dit « Non, mais tu aurais pu l'écrire sous ton nom ». Et là, au mois de septembre, on m'a dit « Tu ne vas pas salir le nom de la famille ». Et ça, c'est une vraie problématique. Pour les victimes, en fait, qui veulent témoigner. Alors, ça fait plus de 20 ans que je porte mon nom de femme, donc c'est mon nom. Pour autant, qui salit le nom de qui? Moi, c'est la question que je me pose. Il faudrait que je prouve que ma mère ait commis un crime. Parce qu'en fait, quand je dis, donc je vais avoir 48 ans le 28 juin, donc j'ai la veille que j'aurais pu déposer plainte à l'encontre de ma mère. Pour autant, les 30 ans, c'est pour
sexuelle, il aurait fallu que je puisse prouver que ma mère ait commis des actes sexuels à mon encontre, ce qu'aujourd'hui je ne peux pas prouver. Et donc du coup, de fait, je vais pas déposer plainte contre elle. À mes 28 ans, à mes 38 ans, j'ai eu des phases où je voulais, d'ailleurs, au fameux 18 ans de ma nièce, j'allais avoir 38 ans. Il y avait déjà une autre phase où j'avais été voir mon avocate et qui m'avait dit que mon père étant mort, c'était compliqué, ceci, cela, machin, bidule. Au civil, en prenant un avocat au civil, je pense qu'il peut y avoir des choses, mais pour l'instant, je ne sais pas, hein, mais il faudrait vraiment voir avec une avocate et lui montrer tout ce que je peux avoir comme preuve. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir condamner ma mère au manquement dû aux violences. Comme je le dis pour toutes les mères qui ne défendent pas ou qui ne protègent pas leurs enfants, au même titre, je ne l'ai pas dit encore, mais au même titre que je reprends chaque parent qui me disent qu'ils vont demander l'autorisation à leur enfant mineur d'aller déposer plainte. Là, je m'insurge et je leur dis que ce n'est pas à l'enfant de porter le poids de oui ou non, je vais aller porter plainte. Et je leur dis à chaque fois, mais quand votre enfant doit être hospitalisé, grave opération qui va engendrer je ne sais pas combien de semaines d'hospitalisation, de la rééducation, voire même des fois de la rééducation dans un centre de rééducation avec un fauteuil roulant, etc. Vous lui demandez l'autorisation? Et tout le monde me dit non. Pourquoi je le ferais? Je sais pas. Pourquoi vous le ferez pour déposer plainte? Ça fait porter un poids supplémentaire à l'enfant qui, naturellement, la plupart du temps, va dire non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on nuise à mon frère, j'ai pas envie qu'on nuise à mon père, j'ai pas envie qu'on nuise même à mon petit copain. Donc, c'est pas à l'enfant de porter cette responsabilité de déposer plainte ou pas. Merci à tous d'avoir regardé le témoignage de Claire Aurélie Véraquin. Je vous rappelle que ce témoignage fait partie d'un documentaire qui est sorti sur la chaîne YouTube il y a maintenant plusieurs semaines et que vous pouvez retrouver en description. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.